C'est après toi, les enquêtes de Hayley Rock, tome 3, écrit par Riley Dark, lu par Audrey. Prologue. Une ferme aux alentours de Pleasant, Missouri. 15h30. Alice Rock, shérif du comté de Taney, s'arrête à la ferme des Tabor située sur une petite route de campagne mal entretenue, à quelques kilomètres au nord de Pleasant. L'allée gravillonnée longe un bosquet de pêchers et un potager bien tenu, avant d'aboutir à une maison en bois du début du siècle. Alice remarque que l'orage a arraché quelques barres d'eau et que les ornières du chemin sont encore boueuses. Un ouvrier agricole au teint pâle, debout devant la maison, la salue d'un geste nerveux et saccadé. C'est James Prater, l'ouvrier agricole, qui avait signalé le corps. Monsieur Tabor est mort dans l'abri anti-tempête, avait-il dit au téléphone, sa façade de dur à cuire habituelle au Jenny's Roadhouse cédant la place à un cri de panique. « Venez vite, je crois que quelqu'un l'a tué !» Elle avait donc quitté son bureau dans la bourgade de Pleasant pour venir ici, espérant de tout cœur que Prater se trompait. Il y a déjà eu trop d'homicides dans le coin. Un de plus est bien la dernière chose dont ils ont besoin. Les médias s'abattraient sur eux comme une nuée de sauterelles. Elle gare son véhicule de patrouille devant la maison. Prater se précipite vers elle. « Dieu merci, vous êtes là. L'abri est derrière. Je l'ai trouvé ce matin. » « Alors, que s'est-il passé ?» demande Alice en sortant de sa voiture. Prater la guide autour de la maison. Le vieux Nick Tabor vivait seul ici depuis le décès de sa femme et le départ de ses 3 enfants partis travailler en ville. Pleasant n'offrait guère de perspective, à moins de vouloir reprendre l'exploitation familiale, ce qui n'intéressait aucun des enfants Tabor. À 63 ans, il continuait donc à travailler la terre avec l'aide de Prater, comme ouvrier à plein temps, et de quelques saisonniers pendant les récoltes. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» demande Alice, qui marche à ses côtés dans l'allée principale. « Avant-hier, il est venu me parler de la réparation des poteaux de clôture. Hier, je suis arrivée tôt pour m'en occuper, mais j'ai dû partir plus vite à cause de l'alerte météo. » Alice hoche la tête. La pluie s'était abattue avec violence, accompagnée de rafales. Une tornade avait frappé le comté de Greene, 2 comtés plus au nord. Par chance, il n'y avait pas eu de blessés. Ici, pas d'alerte tornade, juste un avis de mauvais temps. Rien qui n'aurait poussé les gens à se réfugier dans leurs abris, surtout pas un vieux briscard comme Tabor, qui avait survécu à la tornade de 1996 et à bien d'autres moins importantes. Donc tu ne l'as pas vu hier matin quand tu as réparé la clôture ? Ils approchent maintenant de l'arrière de la maison. Ils aperçoivent les 40 hectares de terre à l'est. Le maïs était encore vert à ce stade précoce, mais les plants atteignaient déjà la taille. Il y avait largement de quoi se cacher. Non, j'ai pris le vieux chemin de terre à l'est. C'est plus rapide depuis chez moi. Je n'ai même pas vu la maison. Il ne m'a pas appelé non plus. Il déteste ce smartphone que ses enfants lui ont offert. Ce matin, je suis venue, j'ai frappé à la porte sans obtenir de réponse. J'ai pensé qu'il était quelque part dans les champs. Je me suis donc mis au boulot, comme d'habitude. Puis mon travail m'a ramené près de la maison et j'ai vu que la porte de l'abri était déboulonnée. Ça m'a paru bizarre, alors j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et c'est là que je l'ai trouvé. Et c'est là qu'il gisait. L'abri anti-tempête consistait en une paire de lourdes portes en bois au ras du sol, à l'angle arrière de la maison. D'ordinaire, un verrou extérieur les maintenait fermés pour éviter que les vents violents ne les ouvrent ou que des chiens ou des ratons, laveurs curieux, ne s'y faufilent. En cas d'alerte tornade, on déboulonnait, on se réfugiait dans une solide cave en pierre au toit renforcé et on verrouillait de l'intérieur. Si l'abri était bien conçu, on y était en sécurité même si la tornade emportait la maison. Prater saisit la poignée de la porte. Alice l'arrête. « As-tu touché cette poignée quand tu l'as ouverte ?» Prater la fixe un instant, puis rougit. « Oui, mais je ne savais pas qu'il était mort là-dedans. »« Ce n'est pas grave, laisse-moi faire. » Alice sort un mouchoir de sa poche et tire sur la poignée. La lourde porte de bois s'ouvre dans un grincement sourd de gonds rouillés. Elle descendit les quelques marches, des particules de poussière dansant dans le ray de lumière qui perçait l'obscurité de la cave. Nick Tabor gisait sur le dos, la bouche entr'ouverte, les bras en croix. Une marque écarlate barrait le côté de sa tête, évoquant un coup violent. « Vous l'avez touchée ?»« Juste la main. Quand j'ai senti qu'elle était froide, j'ai filé et je t'ai appelé. » Prater frissonna. « Vous ne l'avez pas bougée ?»« Non, je n'ai vu personne non plus. Pas de voiture suspecte dans les parages, rien. » Alice pénétra dans l'abri anti-tempête. À part un vieux lit de camp et une grande glacière bleue en plastique, l'endroit était vide. Elle s'accroupit pour examiner le corps. Pas d'échymoses aux articulations. Pas d'ongles arrachés, aucun signe de lutte, seulement cette blessure criarde sur le côté du crâne. En y regardant de plus près, elle distingua un léger renfoncement.
Il avait probablement succombé à une hémorragie interne, assommé dès le premier coup. Apparemment, il n'y en avait pas eu de second. L'agresseur devait être doté d'une force considérable. Cependant, le meurtre n'avait pas eu lieu ici. Il n'y avait pas de flaque de sang, juste quelques gouttes sur les marches et près du corps. Elle palpa les vêtements, légèrement humides. Il était sorti sous la pluie, s'était fait tremper puis avait été tué. Le meurtrier l'avait ensuite traîné dans l'abri. La pluie avait déjà emporté une bonne partie du sang, d'où le peu de traces ici. Cela signifiait que le tueur avait pris son temps avant de le déplacer. La police scientifique en dirait plus. Mais pourquoi le tuer à un endroit et le cacher à un autre? Pour le dissimuler? Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir verrouillé la porte de l'abri? On ne l'aurait pas trouvé avant plusieurs jours. Ou mieux encore, pourquoi ne pas l'avoir dissimulé dans les champs ou les bois? Alice n'avait pas de réponse. Elle se releva et inspecta les alentours. Elle ouvrit la glacière et n'y trouva qu'une boîte de crackers et quelques canettes de bière. L'arme du crime demeurait introuvable. Elle avait pu être jetée dans le champ de maïs, dans les bois environnants, ou emportée. Un ruisseau coulait non loin, le tueur aurait pu s'en débarrasser là-bas. Mais retrouver l'arme ne leur servirait pas à grand-chose. Avec la pluie qui s'était abattue, toute empreinte ou trace d'ADN avait dû disparaître depuis longtemps. Ils ne pourraient peut-être même pas l'identifier comme l'arme du crime. Alice jura et remonta les marches. Elle laisserait l'équipe scientifique examiner le corps. Elle ne le toucherait pas. Elle referma les portes et mit le verrou en place. C'était un miracle qu'aucun animal ne soit entré pour commencer à dévorer le cadavre du pauvre vieux Nick Tabor. « Je ne comprends pas qui a pu faire ça », gémit Prater. « C'était un homme bien, tout le monde l'appréciait. » Alice grimaça. C'était vrai. Un homme tranquille qui allait à l'église, au Moose Lodge, et était un habitué du restaurant. Il n'avait jamais eu de différend avec quiconque, ni de dispute dont elle se souvienne. En venant ici, Alice avait consulté la base de données de la police sur son ordinateur de bord et constaté que ni Nick, ni sa défunte épouse, ni aucun de leurs 3 enfants n'avaient jamais eu maille à partir avec la justice. « Vous avez une idée ?» demanda Alice, notant le désespoir dans sa propre voix. Prater secoua la tête. « Aucune, et ce n'est pas comme s'il gardait beaucoup d'argent chez lui ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à voler là-dedans. Une vieille télé, un vieil ordinateur. Il a donné tous les bijoux de sa femme à ses 2 filles. Il m'a invité à dîner plusieurs fois. J'ai fait des travaux de plâtre pour lui l'année dernière. J'ai fait le tour de cette maison. Il n'y a rien qui vaille la peine de tuer un homme. » « Eh bien, quelqu'un voulait sa mort, » dit-elle en scrutant les champs comme s'ils allaient lui livrer la réponse. Mais les épis de maïs restaient immobiles sous le soleil, muets comme des statues. Chapitre 1er. 2 semaines plus tard, nous allons bientôt atterrir à l'aéroport international de Kansas City. Veuillez attacher vos ceintures et redresser vos tablettes. L'annonce tira Hayley Rock de sa rêverie. Durant tout le vol, elle n'avait cessé de penser à la semaine à venir. Kent MacDonald, son ancien béguin du lycée récemment retrouvé, devait venir la chercher à l'aéroport. Il l'emmenait à leur réunion d'anciens élèves, un événement que Hayley avait soigneusement évité chaque année depuis l'obtention de son diplôme. Cette fois, c'était une bonne excuse pour revoir Kent et pour retourner à Pleasant. Elle avait des affaires plus sérieuses à régler. Sa petite sœur, Mindy, avait disparu à l'âge de 12 ans alors que Hayley en avait 16. Lors de son dernier séjour dans le Missouri, un mois plus tôt, elle avait découvert un nouveau témoignage. On avait aperçu Mindy dans un pick-up vert, riant avec un homme au volant, apparemment à l'aise. Elle était bien décidée à creuser cette piste, coûte que coûte. Hayley caressa la mallette contenant le dossier de Mindy. Ces dernières semaines, elle l'avait épluché jusqu'à le connaître par cœur. La photo du vélo soigneusement posée sur le bas-côté, comme si on devait venir le récupérer plus tard. Le portrait de famille utilisé pour l'avis de recherche, les interminables interrogatoires de suspects potentiels qui n'avaient emmené nulle part. Les centaines d'appels anonymes sur la ligne d'urgence, pour la plupart sans intérêt. Tout au long du vol, elle avait résisté à l'envie de le consulter à nouveau, comme elle le faisait si souvent pour tuer le temps. Assise en cabine avec un passager juste à côté d'elle, Hayley ne voulait pas qu'il la voie faire. C'était une affaire privée. Même sa sœur Alice, shérif du comté de Taney, n'allait pas s'en mêler si elle pouvait l'éviter. Hayley se sentait en partie responsable de la disparition de Mindy. C'était donc à elle, et à elle seule, de traduire en justice le ravisseur de sa petite sœur. Mais comment? Elle n'avait que 2 vagues témoignages datant de 19 ans à propos d'une camionnette verte, une description des plus sommaires du conducteur, et l'impression que Mindy semblait à l'aise. Elle commencerait par interroger les personnes que sa jeune sœur connaissait, celles qui auraient déjà pu la convaincre de monter dans leur véhicule et de quitter la ville. En partant, Mindy et l'homme non identifié s'étaient arrêtés au Cut,
un ravin qui grimpait le long d'une crête où les ados du coin se retrouvaient pour fumer et boire. Ce ravin formait un angle avec l'une des routes menant à Pleasant, permettant aux jeunes motorisés de se garer, de monter là-haut et d'avoir une vue dégagée sur la route au cas où des parents viendraient bien les chercher. Le pick-up s'était arrêté juste devant le cut, le côté passager face au ravin. Le témoin avait clairement vu Mindy assise sur le siège passager. Un bras masculin s'était tendu vers elle et avait pointé le ravin. Mindy avait ri. Le chauffeur avait-il fait une remarque sur les ados qui traînaient là-haut? Était-ce pour cela que Mindy avait ri? Ou bien avait-il souligné le fait que Bob s'y trouvait, en train de tromper Alice avec une autre fille? Était-ce la raison de son rire? Regarde Mindy, il va avoir de gros ennuis. Un souvenir de Mindy surgit soudain dans l'esprit de Hayley, un souvenir parmi tant d'autres qui, bien que toujours présent, avait été enfoui trop longtemps sous un lourd manteau de chagrin et quelques précieux moments heureux qui se rejouaient sans cesse, à la fois comme un hommage et une forme d'autoflagellation. Mindy n'aimait pas Bob. Au début, c'était tout le contraire. Dès qu'Alice avait commencé à ramener Bob à la maison pour faire leurs devoirs ensemble ou regarder un film, Mindy avait craqué pour ce beau lycéen qui semblait si mature et expérimenté aux yeux d'une gamine de 12 ans. Elle s'était entichée de Bob, essayant de participer à leur conversation, lui apportant des biscuits, cherchant à attirer son attention. Au début, Bob s'était montré indulgent. Alice avait tenté d'ignorer sa petite sœur, puis s'était agacée. « Bon sang, Mindy, trouve-toi un copain de ton âge. » Cela avait fait glousser Mindy sans pour autant mettre fin à son manège. Un jour, alors que Bob devait venir, Mindy avait insisté pour préparer des biscuits pour tout le monde, ce qui signifiait en réalité qu'elle les préparait pour Bob. Alice avait levé les yeux au ciel sans rien dire. Hayley avait réprimé un sourire, amusée par l'agacement de sa grande sœur et ravie à l'idée de profiter de biscuits gratuits au passage. Maman avait enseigné l'art culinaire à toutes ses filles, mais une gamine de 12 ans qui débarque au salon pour trouver un prétexte afin de parler à l'objet de sa fascination n'est guère le cordon bleu le plus attentif. Les biscuits ont fini carbonisés. Alice se moqua d'elle sans pitié. Bob sourit aussi, mais pas de façon bienveillante. Mindy, mortifiée, sortit le plateau, la mine déconfite. « Ceux du milieu ne sont pas si mauvais », marmonna-t-elle. Bob en prit un, mordit dedans et poussa un cri fin. « Aïe, je me suis cassé une dent !» Bob et Alice avaient éclaté de rire et Mindy s'était enfuie précipitamment, humiliée. Par la suite, Bob s'était montré gentil avec la petite pour tenter de se faire pardonner, mais le mal était fait. Il était passé du statut d'idole à celui de vieux ringard. Dès lors, elle boudait chaque fois que Bob venait chez eux. Son ravisseur le savait-il? Avait-il insinué que Bob était un salaud et qu'Alice serait furieuse si elle l'apprenait? Mais pour cela, il faudrait qu'il sache que Bob était là-haut avec une autre et qu'il soit au courant de l'incident des biscuits. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui connaisse bien la famille. Et l'impression vague d'un témoin était qu'il s'agissait d'un adulte à part entière et non d'un ado. De qui s'agissait-il en supposant que le raisonnement de Hayley soit juste? Elle n'en avait aucune idée, mais cette obsession l'accompagna jusqu'à l'atterrissage, au débarquement et à la récupération de ses bagages, sans qu'aucune réponse ne se profile. Elle franchissait la porte des arrivées quand elle aperçut Kent MacDonald qui l'attendait, les yeux bleus pétillants et le sourire chaleureux. « Mon Dieu, il est encore plus beau que lorsqu'on était au lycée. »« Salut !» lança-t-il en s'approchant. À son crédit et à la légère déception de la jeune femme, il ne chercha pas à l'embrasser. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas fait. Hayley saisit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent. « Ça fait tellement plaisir de te revoir. » Kent lui adressa un sourire chaleureux et lui serra la main. « C'est un bonheur de t'avoir ici, vraiment. Et pas d'enquête pour te distraire cette fois-ci. » Ce n'était pas tout à fait vrai. L'espace d'un instant, elle se sentit coupable, comme si elle menait Kent en bateau, lui faisant croire qu'il était l'unique raison de sa venue. Elle chassa cette pensée. Kent ne lui en voudrait pas s'il connaissait ses motivations, et même sans enquête, elle serait quand même venue. « On va bien s'amuser, » lui dit-elle. « Bien sûr, les gens vont être surpris de te voir. Tu n'es jamais venu à une de ces réunions. » Le sourire de Hayley s'estompa. La réunion devait commencer dans quelques heures. Elle n'y avait jamais assisté, ayant quitté Pleasant dès qu'elle en avait eu l'occasion sans jamais se retourner. Maintenant, elle s'y rendrait au bras de son ancien petit ami du lycée. Heureusement, l'ex-femme de Kent ne serait pas là. Elle venait d'une autre ville et d'un autre lycée. Ils sortirent du terminal main dans la main, Kent portant son sac. « J'ai aménagé la pièce », annonça Kent. « Ça m'a donné une excuse pour faire quelque chose de cet espace. Je l'utilisais juste pour ranger mon clavier, quelques cartons et d'autres bricoles. J'en ai fait une vraie chambre d'amis. Je pense que tu vas l'apprécier. » Le choix du lieu d'hébergement pour ce voyage avait été délicat.
Kent n'avait pas simplifié les choses. « Je suppose que tu vas loger chez Alice et Bob, mais tu peux toujours rester chez moi. Enfin, si tu veux. J'ai une chambre d'amis. Enfin, je peux en aménager une. Pas de souci. Préviens-moi quelques jours à l'avance si tu veux y dormir. J'ai pas mal de trucs à déplacer. Ou tu pourrais dormir dans ma... Enfin, mais je suppose que tu resteras chez Alice et Bob. » Il souhaitait donc qu'elle dorme dans sa chambre, mais ne voulait pas la brusquer et lui a donc proposé d'aménager une chambre d'amis. Cependant, il ne voulait pas non plus s'immiscer entre elle et sa famille si elle préférait rester chez Alice et Bob. La nervosité avec laquelle il s'exprimait était touchante. Il avait toujours été si sûr de lui auparavant. Les années, une longue séparation et un mariage raté avaient érodé cette assurance. Et Hailey se retrouva face à un dilemme. La dernière chose qu'elle souhaitait était de loger chez sa sœur autoritaire et son mari infidèle. Non seulement Hailey avait appris que Bob était dans le cut le jour de la disparition de Mindy, s'amusant avec une autre fille alors que lui et Alice étaient ensemble, mais elle savait aussi que ce n'était ni la première ni la dernière fois. Elle ne voulait pas s'immiscer dans ce bourbier, sachant ce qu'elle savait, mais elle ne voulait pas non plus partager le lit de Kent. Ils en étaient loin. Quoi que Kent ait pu désirer, il l'avait senti et s'était comporté en gentleman. Il l'avait toujours fait. Il ne l'avait jamais pressé lorsqu'ils étaient adolescents, ce qui est rare chez les hommes d'une petite ville. Cela avait rendu sa première fois tellement plus douce. Tandis que Kent s'engageait sur l'autoroute, ils bavardèrent de la réunion à venir. Il lui donnait des nouvelles de tous ceux qu'elle avait connus autrefois et dont le souvenir s'était estompé. Dès son départ pour l'université, Hailey avait eu du mal à se remémorer ses 18 années passées à Pleasant. Les visages s'effaçaient peu à peu, et malgré ses efforts initiaux pour garder contact avec ses meilleurs amis, ils avaient fini par s'évanouir de sa mémoire. Sa nouvelle vie était trop palpitante. À cette réunion, elle allait croiser de nombreuses personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années. Cela risquait d'être gênant, ou peut-être pas. Kent l'avait accueillie chaleureusement, tout comme Elmer Gaffney, le chef de la police de Pleasant. Sans oublier les 2 filles d'Alice. Hailey les adorait. La veille, elles avaient eu une longue conversation par visioconférence et les fillettes trépignaient d'impatience à l'idée de la revoir. Même si personne d'autre ne se réjouissait de son retour à Pleasant, elle suffisait à la combler. Kent filait sur l'autoroute en direction de Pleasant et des retrouvailles d'Hailey avec son passé. Il s'était tu, à court d'anecdotes sur des vies sans histoire. Le ciel au-dessus des champs de maïs était gris et menaçant, et Kent devait serrer le volant pour lutter contre un fort vent latéral. « L'atterrissage avait été mouvementé », fit remarquer Hailey. « Une alerte météo a été lancée pour ce soir », répondit Kent. « Espérons que ça ne s'aggrave pas. » Le printemps était la saison des tornades dans le Missouri. Hailey en avait connu quelques-unes étant plus jeune. Celle de 1996 avait même fait des victimes. Elle était enfant à l'époque et se souvenait s'être réfugiée avec sa famille dans la cave, lisant à la lueur des bougies après la coupure d'électricité. Mindy, toute petite, avait poussé des cris presque aussi forts que le vent qui hurlait au-dessus d'eux. La vieille maison en bois avait gémi et craqué, mais elle avait tenu bon. À part quelques tuiles arrachées et quelques vitres fêlées, il n'y avait pas eu de dégâts. On ne pouvait pas en dire autant des 3 personnes qui avaient perdu la vie ce jour-là. Un petit mémorial avait été érigé dans un parc près du centre-ville. Hailey alluma l'autoradio. Ils étaient déjà trop loin dans la campagne pour capter un signal téléphonique fiable. À travers les parasites, ils entendirent un animateur sur une station country de Branson qui disait « Une bonne soirée pour rester chez soi, les amis. Installez-vous confortablement, écoutez Country Hits 103 et restez en sécurité. On dirait que tout le sud-ouest du Missouri va être sérieusement secoué. » Quelle belle façon de souhaiter la bienvenue à Pleasant, grommela Hailey. Ils approchèrent de la ville. Kent s'esclaffa. « Oh, ne t'en fais pas, la réunion va être sympa. » Puis il reprit son sérieux. « Ça fait trop longtemps, Hailey. J'aurais aimé que tu viennes plus souvent. » Hailey aperçut les gyrophares d'un véhicule de police qui filait à toute allure sur la route nationale. Elle reconnut alors la voiture de fonction de sa sœur aînée. « Alice a l'air pressée, » dit Hailey en se tournant sur son siège pour observer les lumières qui s'éloignaient. « Elle a sillonné le comté toute la journée, » expliqua Kent. « Probablement à la poursuite de fabricants de méthamphétamine ou quelque chose dans ce goût-là. »« Peut-être, » songea Hailey. Soudain, elle eut l'impression de revenir dans son ancienne ville natale au plus mauvais moment. Chapitre 2. Cette nuit-là, Hailey eut la certitude que revenir dans sa ville natale était une mauvaise idée, peu importe le moment. Rien n'avait changé. Les gens avaient vieilli, perdu leurs cheveux, pris du poids, épousé leur amour de lycée et parfois divorcé,
Mais au fond, tout restait pareil. En pénétrant dans le gymnase du lycée de Pleasant pour la réunion des anciens élèves, Hailey se sentit propulsée 15 ans en arrière, comme si elle assistait à un match à domicile. Certes, la salle était décorée de guirlandes et d'une immense banderole de bienvenue, mais pour le reste, c'était comme dans ses souvenirs. La même ambiance festive un peu forcée, typique des petites villes. Tout le monde s'était mis sur son 31. Pour les hommes, cela signifiait un costume bon marché, dans lequel ils se sentaient mal à l'aise, tirant sans cesse sur leur col et ajustant leurs manches. Les femmes avaient fait plus d'efforts, arborant des robes décolletées, des talons hauts et ce qui semblait être tous leurs bijoux. Hailey avait opté pour une tenue plus sobre, une longue robe rouge au décolleté discret, un simple bracelet en or qu'elle s'était offert pour ses 5 ans au FBI et un collier assorti avec un minuscule diamant, cadeau de son père il y a des années. Kent, comme les autres hommes, portait un costume un peu passé de mode et visiblement inconfortable. Il aurait été plus à l'aise dans n'importe quoi d'autre. Ou rien du tout. Voilà une idée intéressante. Doucement, Hailey. Pourquoi pas? On ne fait pas les choses à moitié au boulot, alors pourquoi le faire pour le plaisir? Je m'amuserais tellement plus ailleurs. Une centaine de personnes bavardaient, couvrant à peine les haut-parleurs qui crachaient un tube pop de l'année de leur diplôme. Les plus extravertis ou les plus éméchés se déhanchaient déjà sur une petite piste de danse improvisée. Les gens s'agitaient, riaient et s'étreignaient comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années et n'ont pas croisé quelques heures plus tôt au supermarché. Hailey captait des bribes de conversation, reconnaissant de vieilles anecdotes éculées, une allusion à la victoire de l'équipe locale et un « Je n'arrive pas à croire que je suis encore là. Je n'arrive pas à croire que je suis revenue. Ici », songea Hailey en scrutant la salle. Tous ces visages familiers du lycée, un peu plus âgés, un peu moins en forme, souriaient et riaient comme il y a 17 ans. On aurait dit le bal de promo. Kent, rayonnant, la guidait à travers la foule. Il saluait tout le monde, recevant en retour des acclamations exagérées. Quand les gens voyaient avec qui il était venu, beaucoup prenaient un air faussement surpris. « Oh, waouh, on dirait qu'on a remonté le temps. » Oui, c'est vraiment l'impression que ça donne. Il l'entraîna vers le buffet. « Tu veux du punch ?» Il est corsé cette fois. Ike Daniels n'aura pas besoin d'y ajouter sa flasque en douce. Mon Dieu, Ike Daniels, qu'est-ce qu'il devient? Il est barman au Jenny's Roadhouse. Ça ne m'étonne pas. Kent lui tendit un gobelet en plastique rempli d'un breuvage violet et s'en servit un. « Allez, trinquons !»« Santé !» dit Hailey en levant son verre. Kent s'arrêta net avant de boire. « Ah oui, c'est vrai. Il faut porter un toast. À quoi veux-tu trinquer ? Je ne sais pas. » « Trinquons à ta présence ici. » Hailey lui adressa un sourire hésitant. « D'accord. » Ils burent. Le punch était trop sucré, trop alcoolisé, et allait sûrement rendre cette soirée mémorable avant la fin de la nuit. Alors que Kent s'apprêtait à dire quelque chose, Sandra Wallach débarqua dans leur conversation. Elle titubait littéralement. La soirée avait déjà bien commencé pour elle. « Oh mon Dieu, Hailey, ça fait une éternité. Tu es superbe. Alors, comment ça se passe, ton boulot d'agent de sécurité au centre commercial ?» Elle enveloppa Hailey dans une étreinte alcoolisée, l'écrasant contre sa poitrine au point que Hailey craignit de sortir de sa robe. Hailey réprima l'envie de lever les yeux au ciel. Sandra, l'une des filles les plus populaires de sa classe, n'avait jamais apprécié Hailey ou quiconque n'appartenait pas au cercle restreint des élèves en vogue. Son amabilité était feinte, comme avec tout le monde, et son bavardage sur la sécurité du centre commercial trahissait sa vraie nature. « Le FBI se porte très bien. Je suis débordée. »« J'imagine. Tu as même dû venir ici pour une affaire. Tu as un peu épaulé Alice avec cette histoire d'épouvantail. » Sandra frissonna et pour une fois, cela semblait sincère. « Oui, on a fait équipe. En réalité, j'en ai fait plus qu'elle. Mais c'est toujours elle qui récoltera les lauriers parce qu'elle est restée et moi je suis partie. Génial. Alors, tu es encore là pour le boulot ? Demanda Sandra. Non, je suis juste venue pour la réunion et passer du temps avec Kent. Mais Sandra Wallach n'écoutait déjà plus. Elle scrutait la salle, comme à son habitude lorsqu'elle parlait à quelqu'un, à la recherche d'une personne plus importante et plus populaire avec qui discuter. Quelqu'un qui la mettrait en valeur. Sandra aperçut l'ancienne reine du bal et l'ex-quarterback entrer ensemble. Évidemment, ils s'étaient mariés. Oh les voilà! Sandra sautilla sur place. J'ai adoré entendre parler de tes aventures avec les Stups. Ta vie est tellement palpitante. À plus tard, Hailey. Ne te fais pas rare. Elle fila en trombe, bousculant au passage l'informaticien de la classe qui renversa son verre sur son nœud papillon. Kent secoua la tête. Certaines choses ne changent jamais ici. Non, en effet. Hailey avala une autre gorgée de ce punch infect.
Bien qu'il eût un goût de sirop d'érable mêlé à de l'antigel, elle pressentait qu'elle allait en avoir besoin de beaucoup. Cette pensée dut se lire sur son visage, car Kent parut gêné. « Oh, ne fais pas attention à elle, elle est juste jalouse. Beaucoup de gens t'envient. » Vraiment, il n'en donne pas l'impression. Tu sais, c'est typique des petites villes. Kent fit une pause pour saluer quelqu'un à l'autre bout de la pièce. Il te rabaisse parce qu'il pense que tu es trop haut placé. Beaucoup de gens parlent de toi depuis l'affaire de l'épouvantail. Ils se demandent si tu vas revenir. Hailey doutait que beaucoup de gens souhaitent son retour. Déménager était l'un des péchés impardonnables à Pleasant, Missouri. Ils déambulèrent dans la foule, saluant tous ceux qu'ils croisaient, car ils les connaissaient tous. Certains s'arrêtaient pour bavarder, plus avec Kent qu'avec elle. Ils lançaient un vague « Oh, tu es de retour ?» Au cours de l'une de ces conversations, elle balaya la foule du regard, qui comptait environ 150 personnes. Hailey ne dénombra que 5 personnes dans le gymnase qu'elle ne connaissait pas, manifestement des gens d'autres villes qui avaient épousé quelqu'un qu'elle connaissait. C'était comme une grande réunion de famille, le genre d'événement qu'Hailey évitait comme la peste. Alors, pourquoi était-elle ici ? Quand elle avait quitté Pleasant, elle s'était imaginée revenir des années plus tard à une fête comme celle-ci, auréolée de succès, riche et célèbre, pour rendre tout le monde jaloux. Elle leur montrerait qu'ils n'auraient pas dû la sous-estimer. Elle ne vivrait plus dans l'ombre d'Alice. Malgré ce que Kent avait dit, elle ne pensait pas susciter l'envie de qui que ce soit. Elle avait réussi, certes, mais n'était ni riche ni célèbre. Elle doutait que cela aurait pu changer quoi que ce soit. Les gens avaient leurs habitudes ici, et depuis l'enfance, tout le monde dans cette pièce considérait Hailey comme la petite sœur la moins intéressante d'Alice. Tout le monde sauf Kent et Marsha, sa meilleure amie au lycée. Marsha aussi brûlait d'envie de partir, et les deux filles avaient partagé leurs rêves tout au long du lycée. Aujourd'hui, elle travaillait comme avocate à Savannah. Hailey aurait aimé que Marsha soit là, mais elle revenait encore moins souvent à Pleasant que Hailey. La chanson s'acheva et dans le bref silence précédant le morceau suivant, Hailey entendit le vent qui secouait le bâtiment. Elle tendit l'oreille, experte. C'était le pays des tornades et la saison battait son plein. Elle avait vu 2 tornades s'abattre plus au nord, dans le Missouri, aux informations télévisées en début de semaine. Pour l'instant, le vent semblait fort, mais pas encore violent, et il n'émettait pas le grondement caractéristique d'une locomotive, annonçant l'approche d'une tornade. Peut-être devrions-nous partir par précaution. Maintenant, tu cherches des excuses. Les météorologues émettent des alertes bien à l'avance. Pourtant, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de rentrer tôt. Ses pensées s'interrompirent lorsque Kent lui prit la main. Au même moment, Hailey réalisa que le DJ avait mis un slow. Une vieille chanson. Leur chanson retentit soudain. La tempête ne l'inquiète plus. Elle sent son cœur s'emballer à l'idée de voir ce beau gosse lui sourire, tandis que les premières notes inoubliables s'échappent des enceintes. « M'accorderez-vous cette danse, mademoiselle ?» demanda-t-il avec cet accent français ridicule qu'il prenait pour jouer les gentilshommes. « Volontiers, répondit-elle en esquissant une révérence. Mon Dieu, quand avait-il joué cette scénette pour la dernière fois ? Il la guida jusqu'à la piste, fendant la foule des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.